Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence de Claude Martin. Je vais en dire quelques mots. Donc tout d'abord, quand même, je ne connais pas tout le monde ne me connaît pas. Je suis Philippe Liet, et donc j'ai une mission de coordination scientifique au sein de la Grande École des Solidarités qui organise cette conférence ce soir. Il y a un cycle de conférences dans la Grande École des Solidarités. La Grande École des Solidarités est animée par une équipe qui est dirigée par Marc Rousseau, qui est délégué général à la Grande École des Solidarités. Il devrait être là ce soir, mais il est malade, comme d'autres collègues d'ailleurs, j'ai vu qu'il était à distance, qui suivent à distance. Donc voilà, Marc nous a demandé de d'excuser son absence de ce soir. Et donc, mais entrez. Je fais des consignes à tous les gens que je dois C'est une bonne stratégie. On reconnaît là ta capacité à faire réseau du lien. Donc, je reprends mon propos, excusez-moi, notamment pour les gens à distance qui ne comprennent pas ce qui se passe, parce que vous ne voyez pas qu'il y a des interactions avec la salle. Donc, j'ai une mission de coordination scientifique dans cette grande école des solidarités. C'est-à-dire que je suis en charge particulièrement de l'axe recherche, activité scientifique de la Grande École des Solidarités. Il y a deux autres axes à la Grande École des Solidarités, un axe formation et un axe événement. Et là, on est un peu entre les deux, quoi, entre l'axe activité scientifique recherche et l'axe événement. La Grande École des Solidarités, c'est un partenariat entre 4 établissements du site rennais, l'École des hautes études en santé publique, la Sciences Po Rennes, l'Université Rennes 2 et Ascoria. Et ce partenariat vise en fait à permettre à ces 4 établissements, en mettant en commun des moyens, on allait chercher d'autres moyens, de pouvoir avoir des moyens supplémentaires et des collaborations pour développer un peu plus les formations, la recherche et les événements sur les questions de solidarité. Et donc, dans ce cadre-là, nous organisons environ tous les 2-3 mois une conférence qui s'adresse voilà, aux acteurs des solidarités du site rennais et au-delà, puisque ces conférences sont accessibles en ligne. Et les acteurs des solidarités, ce sont bien sûr l'ensemble des intervenants dans le domaine des solidarités. Ce sont les gens qui les forment, qui assurent des enseignements, les formateurs, les enseignants, les chercheurs aussi. Et puis, voilà, dans cet ensemble d'acteurs, il y a aussi les associations, les lieux militants, le monde de l'économie sociale et solidaire. Enfin, voilà, c'est tout un espace que ces événements visent à fédérer et à faire discuter ensemble pour réfléchir à l'évolution des solidarités dans le monde, dans notre pays et dans le monde. Et donc, avec cet objectif-là, voilà, ça faisait. On organise donc des conférences, on essaye d'alterner des intervenants locaux, c'est le cas de Claude, et puis des intervenants extérieurs. Par exemple, au mois d'octobre, on avait Ingo Bode, un collègue de l'Université de Kassel en Allemagne, qui a été professeur invité pendant un mois ici, de la Grande École des Solidarités. Donc, voilà, Claude était dans mes tablettes depuis un certain temps, mais quand j'ai su que voilà, tu étais retraité depuis combien 22 jours, voilà. Et que d'ailleurs, tu allais sans doute profiter de ta retraite pour partir, avoir un peu de temps libre. Je me suis dit, il faut absolument que voilà, Claude puisse intervenir avec nous avant qu'il aille prendre quelques vacances, peut-être. Voilà. Mais au-delà de ça, voilà, moi j'ai envie de dire, ça fait longtemps que je connais Claude de l'avoir lu, hein, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Enfin, voilà. Et puis, on a eu l'occasion de se creuser quelquefois, et notamment à un moment donné, lorsque je travaillais un peu avec l'Observatoire du non-recours et Philippe Varin, qui est un collègue commun, voilà. Voilà, donc j'avais appris à découvrir Claude aussi en tant qu'être humain. Et je tenais vraiment à ce que Claude puisse être là ce soir pour intervenir devant nous, pour plein de raisons, et notamment parce que, alors j'ai raconté l'histoire à Claude, mais j'ai eu l'occasion de dire à mes collègues, vous savez, Claude Martin, dans le monde de la recherche, il est mondialement connu. Voilà. Alors là, j'ai eu droit à un certain nombre de retours, on m'a charrié, voilà, mais c'est vrai. Voilà. Qui va le faire charrier? Voilà, donc, voilà. Et comme on le dit souvent, nul n'est prophète dans son pays, c'est vrai qu'on a des collègues sur le site de Rennes, qui sont des chercheurs voilà, de très haut niveau, et donc il faut qu'on apprenne aussi à pouvoir vraiment profiter de ces collègues. En tout cas, Claude m'a beaucoup apporté sur un certain nombre de questions, comme beaucoup d'autres collègues locaux. Donc, c'est aussi une manière de reconnaître ça, de te remercier quand même aussi de tout ce que tu as fait, de tes apports intellectuels, mais aussi tu as été quelqu'un d'extrêmement actif pour essayer de faire vivre des réseaux. Tu as été très disponible pour Ascoria à certains moments.
Et voilà, et sans toi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui n'existeraient pas aujourd'hui dans la manière dont on structure l'enseignement, la recherche, la formation dans le domaine des solidarités, à Rennes, mais aussi bien au-delà. Donc voilà, j'avais envie aussi de dire ça parce que voilà, c'est un grand monsieur que nous avons avec nous ce soir. Donc voilà. On peut même dire un homme exceptionnel. C'était dans le mail, je cite. Ah, il y a des moqueuses dans la salle. Alors, ce qu'on a convenu avec Claude, c'est voilà, Claude, voilà, tu travailles sur un certain nombre de questions, et notamment les liens entre solidarité publique, politique publique et solidarité privée, voilà, depuis quelques décennies. Et comment dire, lorsqu'on en a discuté, qu'on a préparé cette conférence, voilà, moi je trouvais extrêmement intéressant que tu puisses refaire avec nous ce parcours. Hein, comment pour toi, dans ton parcours de recherche, progressivement, c'est construite, ou se sont construites ces questions-là. Parce c'est toujours extrêmement instructif, je trouve, d'avoir un recul historique, de pouvoir mettre en perspective un certain nombre de questions, de voir comment les questions ont évolué au fil du temps, comment elles se sont construites dans des allers-retours entre différents milieux, hein, le milieu de la construction des politiques, de la mise en œuvre des politiques, de la recherche sur ces politiques et sur ces pratiques. Voilà. Donc c'est l'exercice auquel Claude a bien voulu se plier ce soir. Je t'en remercie vraiment avec beaucoup de gratitude, on va dire, parce que voilà, je trouve que c'est d'un grand intérêt de pouvoir bénéficier comme ça des apports de quelqu'un qui a consacré une partie de ta vie de chercheur à faire évoluer ces questions-là avec d'autres dans un certain nombre de réseaux, d'espaces scientifiques. Donc ben voilà, je crois que j'en ai assez dit. Hein, je te laisse la parole pour maintenant donc nous revenir sur ton parcours et donc nous dire un peu comment toi tu comprends l'évolution des rapports entre vie privée et intervention publique depuis quelques décennies maintenant. 4. Seulement 4. Alors, merci beaucoup d'abord pour ces mots très aimables qui me vont droit au cœur. Je dois bien dire d'ailleurs que j'ai accepté aussi, parce que vous connaissez Philippe un peu à d'autres occasions. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu comme ça, une invitation, c'est la personne qui invite et c'est lui qui l'accepte. Donc ça, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à ceux qui vont découvrir ce parcours, parce que c'est un exercice un peu singulier que je vais faire. Je vais pas me situer sur un terrain tellement théorique, mais plutôt essayer de vous raconter dans quel contexte, au fond, j'ai travaillé, et puis d'essayer de repérer, au fond, des mécanismes qui sont importants pour structurer les objets de recherche ou la question qui nous est adressée, c'est-à-dire, au fond, les relations qu'on entretient avec la demande sociale, puisqu'on ne pense pas sans relation avec, j'ai envie de dire, les problèmes du moment. Et donc, il s'est passé une série de choses, et je vais témoigner un peu de façon générationnelle, on va dire. Hein, c'est un peu comme ça. Alors, comme je veux tenir mon temps, j'ai écrit ce que je vais vous raconter. Je ne fais pas ça souvent, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'être dans les clous, parce que si je fais des digressions, comme je suis déjà en train de faire, je suis cuit. Et vous aussi. Alors, voilà comment j'ai vu l'affaire. Arrivé à la dernière étape d'une carrière de chercheur, le recours au témoignage est peut-être une ressource, je dirais si c'est le cas. Je vous propose en tous les cas de tenter l'exercice, non pas en manière de bilan personnel ou de discours de départ en retraite, non, ça je ne vais pas faire ça. Encore moins d'exercice nombriliste d'égo-promotion, mais pour défendre l'idée que presque rien de ce que nous produisons n'est le résultat de nos initiatives ou créations personnelles, mais bien davantage le fruit d'un processus de production collective, dans un contexte et un moment historique précis. Un peu comme si nous nous limitions le plus souvent à penser ce qui est pensable à un moment qui est historiquement et socialement situé. Je crois donc à l'importance d'une approche générationnelle des idées, en s'inscrivant sur une phase suffisamment longue, comme moi ici une petite quarantaine d'années, on peut tenter de témoigner du contexte dans lequel on a choisi, construit, en partie, ces objets de recherche, les héritages qui nous ont été transmis, les séries de questions clés qui ont marqué la période que l'on a traversée, mais aussi les reconfigurations, les reformulations au fil du temps et des réseaux de recherche dans lesquels on a été inséré à différentes échelles, locales, nationales ou internationales.
Alors, d'abord, plusieurs jalons. C'est juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais quand même pas vous mentir. Donc, d'où je parle, comme ils disent d'habitude, les psys? D'abord, au début des années 70, un pas de côté par rapport au désir parental qui m'avait conduit à m'inscrire en médecine et m'orienter vers la psychologie pour échapper à ce destin qui m'était tracé, qui au début des années 70 était très stimulante, il faut bien l'avouer. C'est une époque, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, mais où il y avait tout de même une occupation du débat public par la contribution des psys de tout poil, qui remplissait d'ailleurs les vitrines de nos libraires, avec le poids de la psychanalyse, il faut bien l'avouer aussi, les enjeux posés par le traitement social séculaire de la folie, de la maladie mentale et de la déviance. Et nous étions nombreux à cette époque à être des lecteurs plus ou moins assidus de Foucault, de ce qui a été qualifié plus tard aux USA comme les French Theories, c'est-à-dire les théories post-structuralistes, post-marxistes, post-modernes. Et j'ai été passionné à l'époque par les tentatives de désinstitutionnalisation du traitement de la folie, reliant explicitement d'ailleurs enjeux de traitement de la folie et lutte sociale, des expérimentations, de l'antipsychiatrie, en particulier en Italie avec Basaglia, mais aussi au laboratoire de prise en charge alternative. À cette époque, on lisait la thérapie institutionnelle, les expériences de Bettelheim et de tant d'autres. Donc voilà un premier pas de côté. Deuxième pas de côté, une coupure dans la trajectoire avec le départ au Québec pour aller poursuivre avec un contrat doctoral du gouvernement canadien au Québec en 79, une tentative en tout cas de doctorat et la découverte à l'époque de la montée en puissance du behaviorisme, du comportementalisme, pour utiliser le mot qui convient, qui m'a convaincu de changer de cap et même de discipline. Je suis gré d'ailleurs à mes collègues psychologues de l'Université Laval de Québec de m'avoir convaincu que je ne serais jamais psychologue. Un retour en France, donc à l'automne 80, et mon entrée dans une petite équipe dans les formations supérieures sur le travail social. Nous avons ainsi créé à quelques-uns un centre de recherche tout à fait artisanal, une entreprise quasi familiale, avec principalement deux complices, Marc-Henri Soulet, qui est devenu prof en Suisse, bon, c'était son choix, et puis Didier Le Gall, qui lui est resté à Caen, fidèlement. Nous avons pris un grand plaisir, je crois, à créer un centre de recherche, un CRTS, comme je sais que vous avez un CRTS, alors nous on l'appelait le Centre de recherche sur le travail social, et puis une revue, une vieille revue dont j'ai la collection complète à céder à votre bibliothèque si jamais c'est collector. Hein, je vous le... Voilà, qui s'intitulait Les cahiers de la recherche sur le travail social. Donc j'ai amené des images qui, fort heureusement, ont été corrigées, qui étaient totalement floues, et vous avez un magicien faussaire qui a su les remettre d'équerre, ce qui est tout de même un grand service qui m'est rendu là. Alors, on avait bien sûr aussi impliqué toute une série de complices dans ce réseau, parmi lesquels Robert Castel à l'époque, Michel Chauvière, Jean-Noël Chopard et bien d'autres. Une aventure de 10 années absolument mémorable avec de nombreuses recherches contractuelles et publications. Et cette phase s'est ponctuée par une thèse de sociologie pour moi avec Robert Castel. Dans un doctorat, nouveau régime, comme on disait à l'époque, c'était d'ailleurs la réforme du doctorat, dont l'intitulé quand même est une trace indélébile puisqu'il s'intitulait « Mode de vie et politique sociale ». Vous voyez que ça ne m'a jamais, au fond, complètement quitté, je n'en suis pas sorti. En 92, me voilà arrivé à Rennes, à l'École nationale de santé publique, qui était pour moi un formidable poste d'observation, pour moi qui m'intéressais aux questions sociales, aux politiques sociales et à la protection sociale, et ce qui m'a permis de me frotter avec certains enjeux de santé publique, je ne connaissais pas grand-chose à l'époque, mais qui m'a confirmé qu'en effet, la principale source des problèmes de santé physique et mentale à l'échelle des populations, et non pas individuelles, réside précisément dans les inégalités sociales. Et la capacité des collectivités et des services publics de les endiguer, ces inégalités. À partir de 1996, donc nouveau changement de cap, je suis recruté au CNRS jusqu'à ma retraite, prise ce mois-ci, dans un laboratoire où j'ai un peu appris une autre langue, celle de la science politique et surtout de l'analyse des politiques publiques. Alors rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous asséner le détail des travaux menés sur une si longue période, mais tout au plus de tenter de tirer quelques fils rouges pour appréhender les évolutions d'un champ de recherche qui est à la fois large, mais aussi spécifique, à savoir les relations entre transformation des modes de vie privés, et notamment les changements familiaux,
et intervention publique. Il ne sera pas question de monter sur les épaules des géants qui ont dispensé leur lumière sur ce vaste domaine de recherche pour hiérarchiser l'importance de telle ou telle problématique ou théorie, ce qui serait tout à fait prétentieux et même pédant, mais seulement d'illustrer de manière réflexive, à partir de mon expérience professionnelle, les évolutions que j'ai perçues de ce champ de recherche. Je ne vais pas tenter de résumer ce qui a changé dans les façons d'aborder ces questions, mais évoquer la manière dont, à l'échelle de mon expérience, a joué une combinaison de facteurs déterminants dans la fabrique des idées et des problèmes prioritaires. Au-delà de l'expérience singulière, je voudrais avancer deux mécanismes principalement qui ont joué selon moi. Alors, d'une part, la demande sociale qui a été croissante et même abondante tout au cours de cette période, et l'internationalisation, parce que je pense qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses en matière de dialogue international à l'échelle des sciences sociales à l'époque. Alors, d'abord, un peu revenir sur le champ de recherche en question. Depuis mon... Donc là, j'avais une image de Robert Castel et puis de l'hommage un peu d'un gros collectif que j'ai piloté, que je vous invite à lire, qui n'est pas encore en accès libre, mais dont beaucoup de textes sont déjà en accès libre. Donc un colloque qu'on avait organisé, un séminaire à quelques-uns. Vous retrouverez pas mal des auteurs qui ont gravité dans la périphérie de Robert Castel. J'avais trouvé un lieu, les complices et les conditions qui faisaient qu'il fallait qu'on mange bien, qu'on parle beaucoup, qu'on se présente énormément d'idées, et puis c'est devenu donc cet ouvrage. Là, je vais revenir un peu sur ces autres photos. Donc, depuis mon retour du Canada, j'ai privilégié un domaine que je définirais comme le traitement social dont la famille, la vie privée, l'intimité même parfois fait l'objet, que ce traitement social soit politique, médiatique ou savant, tout en prenant le soin d'étudier empiriquement des expériences et des situations familiales particulières. Depuis plus de 40 ans, mes travaux concernent à la fois l'étude empirique de ces situations familiales variées et les politiques publiques à destination des familles, ce qu'on qualifie parfois de politique familiale, mais aussi souvent de ses membres, politiques à destination des mères, à destination des femmes, à destination des enfants, à destination des jeunes, on dit maintenant en transition vers l'âge adulte, à destination des personnes âgées aussi, en perte d'autonomie. Une politique des âges de la vie, au moins autant au fond qu'une politique de la famille, une politique sociale aux frontières assez multiples et même très poreuses avec beaucoup d'autres segments de la protection sociale. Tenir les deux bouts du problème, c'est d'avoir une sociologie des modes de vie, une sociologie des familles et de leurs conditions d'existence, et une sociologie de l'action publique est assez exigeant. C'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire parce qu'il faut être en capacité de dialoguer aussi bien avec des perspectives, des approches, des méthodes qui sont issues de la sociologie, bien sûr, mais aussi de la démographie, de la statistique publique, de l'anthropologie, de l'histoire, du droit, aussi bien civil que social, de l'économie, pour mentionner les principales. Ce faisant, d'ailleurs, je suis devenu de plus en plus indiscipliné, pour tout dire. Malgré cet apparent éclectisme, une question traverse l'ensemble de mes travaux. En quoi la famille, les familles, leurs pratiques, leurs conditions de vie posent-elles problème? Que cela soit d'ailleurs aux chercheurs, mais aussi aux acteurs politiques, aux professionnels de la famille et de l'enfance, sans oublier bien sûr les familles elles-mêmes. Donc la famille, elle m'intéresse tant et autant qu'elle soulève des enjeux politiques et collectifs, des enjeux normatifs en somme. C'est pourquoi je l'aborde sous l'angle des problèmes qu'elle pose à la collectivité, et notamment à toute cette série d'acteurs qui sont experts, décideurs, professionnels de l'enfance, de la famille, des médias aussi, qui sont souvent très friands de ce qui se passe en la matière, et qui contribuent tous à faire de ces questions des problèmes publics. Cela implique de suivre l'évolution du débat public à son sujet, les controverses et les mobilisations, les batailles aussi bien théoriques que politiques que génèrent ce que j'ai proposé d'appeler la question familiale. On mesure rétrospectivement d'ailleurs à quel point cette question est et demeure une source de profond clivage et d'affrontements idéologiques, aussi bien politiques que scientifiques. Il est même fréquent de considérer la famille et ses reconfigurations comme la source de tous les problèmes sociaux auxquels on est confronté. On finit toujours par remonter jusque-là. D'où l'idée qui est souvent associée dans ces controverses qu'en matière de famille, c'est précisément le changement qui est peut-être le problème.
hein, ce qui nous conduit d'ailleurs à des positions et une certaine propension au conservatisme. On aimerait que ça ne change pas, la famille, que ça reste un invariant historique. Dès que ça bouge, on a peur et on s'agrippe, un peu comme s'il fallait retrouver un âge d'or ancien. Je pourrais donner de très nombreux exemples de ces controverses sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'arrêter, mais par exemple, on peut en France penser, pour ce qui est récent, au débat parlementaire visant à instituer le Pacs, vous vous souvenez, à la fin des années 90. La Bible était dans le Parlement, c'est quand même pas banal. Puis la contre-mobilisation, hein, avec la manif pour tous en 2012, contre le mariage pour tous, et contre l'accès à la procréation pour les couples de même sexe, ou contre l'éducation à la sexualité, aux questions de genre dans les écoles. Défriser quand même toute une série de personnes et de mouvements. Et jusqu'à la présente controverse sur le wokisme. Au fond, on n'est pas sorti de tout ça. Des équivalents d'ailleurs existent ailleurs, hein, quand on fait un peu et qu'on s'intéresse à ces questions à l'échelle internationale. Je me souviens, moi, d'un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, qui est un ouvrage de 1983 du couple de Brigitte et Peter Berger qui s'intitulait The War over the Family, la guerre à propos de la famille. C'est un vieux bouquin, mais qui disait déjà beaucoup sur ce qu'étaient ces oppositions frontales, idéologiques et très puissantes sur ces questions à l'époque. Considérant la famille comme un agrégat dont les formes et les fonctions sont le résultat d'un grand nombre de déterminants qui lui sont extérieurs, au fond, la famille change parce que tout change autour d'elle, j'ai estimé important de l'aborder en tenant compte de nombreux autres champs d'investigation et de recherche. La recherche sur le travail et l'emploi, primordiale, sur les rapports sociaux de sexe, sur les inégalités sociales, culturelles, économiques, sur la pauvreté et la précarité, sur la socialisation, puisque c'est une des fonctions premières de la famille, sur l'intergénérationnel, mais aussi sur le rôle de l'État, du droit et des politiques publiques. Parmi les déterminants incontournables pour analyser l'objet famille et la vie privée, j'ai surtout cherché à tenir compte de deux facteurs qui façonnent le contexte dans lequel la vie familiale se déploie. D'une part, le marché de l'emploi et les conditions de travail, avec la question centrale de la répartition sexuée et genrée du travail parental et du travail de soins, mais aussi du travail productif et reproductif, du travail rémunéré et non rémunéré, et d'autre part, les fonctions respectives de la famille et de l'État. Ce dernier, en effet, s'est peu à peu substitué au XXe siècle à certaines des fonctions traditionnellement dévolues à la famille, avec l'avènement justement de l'État social. Sachant que l'on assiste plutôt aujourd'hui à un transfert inverse de l'État vers les familles, pour assurer toute une série de ces fonctions qui étaient en quelque sorte socialisées. Sur ce champ de recherche, je défendrai avec Eva Illouz que les changements familiaux et les réformes qui les accompagnent, monoparentalité, famille recomposée, procréation médicalement assistée, mariage des couples de même sexe, homo ou transparentalité, etc., etc., sont moins le signe de la disparition de la crise de la famille qu'au contraire de sa vitalité et de son étonnante faculté de s'adapter aux conditions de la modernité. Alors revenons sur le contexte de ces années 80 et 90, dans lesquelles j'ai au fond commencé à travailler. Où en était ce domaine de recherche à l'époque? Pour en donner une seule illustration, je renvoie aux hommages qui sont rendus depuis peu suite à la disparition de deux figures importantes appartenant à deux générations différentes. En haut à gauche, André Michel, décédé au début de l'année 2022 à l'âge de 102 ans. Formidable. Les questions de recherche de cette éminente sociologue ont été, dans les années 60 et au début des années 70, littéralement mises sous le boisseau. Il n'y a pas d'autre mot. Le simple fait d'être une chercheuse dans un univers d'hommes, à l'époque, abordant des enjeux de lutte, l'anticolonialisme, l'antimilitarisme, le patriarcat, la condition des femmes et la domination masculine, engendraient à l'époque rejet, voire mépris. Pour autant, André Michel est parvenu à imposer ses champs de recherche majeurs, la famille et le genre, dans cet univers masculin, grâce et avec le soutien d'une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs. Et elle crée en 1974 le premier groupe de recherche féminine et féministe au CNRS,
qui s'intitulait « Le groupe d'études et de recherche sur le développement humain, la famille et les rôles des sexes ». On mesure le chemin parcouru depuis ce tournant des années 80, parce que c'est tout de même hier, 10 années plus tard, à côté des recherches sur ces questions des rôles des sexes, un autre domaine s'est vraiment déployé avec force, celui des études de genre. Et là, vous avez la figure qui est en bas à gauche, celle de Margaret Mahoney, qui est décédée la même année, au début de l'année. Et Margaret Mahoney, c'était durant l'été 2022, elle est décédée à 68 ans. Là encore, on voit rétrospectivement le formidable chemin parcouru par ces deux secteurs, et je ne reviens pas sur toutes les initiatives. Margaret Mahoney a créé un groupement de recherche au CNRS qui s'intitule Marché du travail et genre, qu'on appelle le MAGE. Elle a créé aussi une revue, Travail genre et société, qui est maintenant évidemment tout à fait incontournable. Elle a bien sûr joué un rôle à côté d'autres. On pourrait parler de Christine Delphi avec les nouvelles questions féministes, mais en tous les cas, on a connu à cette échelle vraiment une transformation en peu d'années, en 2 décennies. Alors si je reviens au témoignage, je pourrais faire partir le récit d'un grand colloque pluridisciplinaire qui s'intitule « Recherche et famille » qui s'est tenu à l'UNESCO. Je reviendrai sur l'image de la personne au milieu, c'est Nadine Le Faucheur, qui s'est tenu en janvier 83. J'avais alors 27 ans. Et dans son discours d'ouverture, François Mitterrand, qui ouvre le colloque, récemment élu président de la République, il évoque 4 grands défis pour la recherche et pour la société qui vient. Premier défi, l'enjeu démographique. Deuxième défi, le travail des femmes et la conciliation entre responsabilité parentale et activité professionnelle. Troisième, diversité des formes de famille, et notamment du fait de l'augmentation des séparations et des divorces. Quatrième défi, évolution des modes de vie et des solidarités entre les âges, avec l'émergence de la question du soutien des proches pour faire face aux effets du vieillissement. Pour reprendre ses propres termes, sa citation est ici, « À ces questions essentielles, démographie, travail des femmes, diversité des familles, mode de vie, doit répondre un effort amplifié et solidaire de recherche et de dialogue. » C'était les propos de Mitterrand dans l'ouverture de ce colloque. Autrement dit, après avoir redonné espoir aux sciences sociales, pour ceux qui ne le savent pas, avec la mission et le rapport de Maurice Godelier, qui est remis en 1982, à cette époque, dans cet état des sciences sociales, dont on voyait qu'elles étaient en effet complètement minorées, sous-développées et en situation de pauvreté, ce rapport va donner une formidable impulsion. Et donc, le nouveau gouvernement socialiste dessinait un horizon pour ce champ de recherche dont on peut, a posteriori, apprécier à la fois la pertinence et la force. Parce que, en effet, il s'est passé ensuite un développement de la demande de recherche tout à fait remarquable. Ça s'est passé dans ces années-là. C'était hier et j'étais en train de commencer mon métier. Donc mes premières expériences de recherche sociologique se sont inscrites dans cette impulsion. Elles ont d'abord concerné un problème émergent au début des années 80, la condition des mères dites isolées. L'accroissement du nombre des femmes élevant principalement et souvent complètement seules leurs enfants a alors été construit à la fois comme problème public, enjeu de politique sociale et enjeu de recherche. Les travaux précurseurs de Nadine Le Faucheur, donc je montre l'image, elle est ici au milieu, et son implication dans l'équipe de recherche dédiée aux rapports sociaux de sexe, puisqu'elle était dans l'équipe d'André Michel à l'époque, avait tracé et ouvert la voie. Donc le questionnement sur la question des mères isolées à partir du début des années 80 a contribué à renouveler la manière d'aborder la question familiale, en facilitant une réflexion transversale articulant questions d'inégalité sociale, questions d'inégalité de genre, et à forcer à établir des liens entre des juristes, des professionnels de la famille, des sociologues intéressés par la question du divorce et sa régulation, mais aussi des liens entre des chercheurs français et leurs homologues à l'échelle internationale. Et je sais qu'à l'époque, en Angleterre et aux États-Unis, le débat était également extrêmement vif et intense. Donc nous avons ainsi retracé le traitement social dont ces situations familiales ont fait l'objet au fil du temps, et notamment la longue série de stigmates et de marques de désapprobation dont témoignent certaines catégories, comme celle de filles-mères qu'on utilisait à l'époque, autrement dit des filles ayant fauté avant d'être mariées,
qui étaient porteuses d'enfants qu'on estimait être des enfants mal nés, menacés par l'infanticide, des potentiels candidats au placement ou à l'adoption, et forcément des candidats à la déviance, à la délinquance. Il y a toutes sortes de problèmes, évidemment, très importants. Mais ces travaux ont permis aussi d'étudier leurs conditions de vie, en particulier suite à des séparations, des divorces, afin de mieux répondre aux difficultés économiques et sociales qu'impliquait dans la société française de ce temps le fait d'assumer le double rôle de travailleuse et de mère. C'était bien là le grand enjeu. Le fait de reconnaître aux mères isolées le statut de famille à part entière, puisqu'elles sont les a qualifiées de famille monoparentale, avec l'expression dédiée et traduite de l'anglais, et notamment par ces deux sociologues, André Michel et Nadine Lefaucheur, a pu être compris comme une victoire, d'une certaine façon. Et en même temps, ça a posé beaucoup de problèmes et suscité d'imprécisions, puisque ça a invisibilisé deux points très importants. D'une part, le fait que ces situations concernaient et concernent toujours une très nette majorité de femmes, ce que masque le recours à la notion de famille monoparentale et aussi de parents isolés. La notion de parents, évidemment, masque aussi cet aspect sexué et genré. Et d'autre part, que ces situations elles ne sont pas inscrites dans le marbre et pour toujours, mais qu'elles évoluent dans le temps, ce qui va poser des problèmes, bien sûr, aux démographes, aux statisticiens, aux sociologues chargés de suivre et de dénombrer ces situations familiales qui sont changeantes et qui peuvent déboucher sur de nouvelles situations. Donc ce premier chantier a débouché presque immédiatement sur les trajectoires de recomposition familiale, suivant à l'époque les avancées des recherches anglo-américaines, avec des auteurs très importants comme Jane Lewis en Angleterre ou Jane Miller, toujours en Angleterre, mais aussi Andrew Cherlin et Frank Furstenberg aux États-Unis. Donc autant d'auteurs avec lesquels j'ai pour ma part eu la chance d'être en contact très tôt et de pouvoir collaborer sur le temps long. Dans le débat public, ces réflexions ont parfois été aussi regroupées sous la thématique des nouvelles familles, c'est comme ça qu'on parlait de la chose. La communauté de recherche mobilisée pour appréhender les évolutions des modes de vie en famille à la fin du XXe siècle s'est alors nettement renforcée avec la mise en place d'une véritable interdisciplinarité, permettant de penser une même question de différents points de vue. Cet autre sujet s'est rapidement imposé, c'est la question évidemment des supports et du soutien mutuel que s'accordent les réseaux familiaux, ce qu'on a appelé les solidarités familiales. Toutes ces questions ont émergé également à ce moment-là, avec le rôle respectif des proches et de l'État pour faire face à ces transformations majeures des familles et des structures familiales. Et ces questions ont pris place dans les travaux comparatifs sur les transformations de l'État social, ce qu'on a appelé l'analyse des régimes de welfare ou la comparaison internationale des systèmes nationaux de protection sociale. Tout ça est devenu une poche de développement des collaborations internationales. Alors, je voudrais insister un petit peu sur la demande sociale, parce que ce domaine de recherche, en fait, il faut comprendre qu'il a été le résultat d'interactions très importantes entre la demande adressée par les gouvernements successifs, et il y en a eu beaucoup avec des questions parfois redondantes, ou parfois un peu nouvelles, et les milieux scientifiques, et aussi des demandes en provenance de la branche famille de la protection sociale qui a joué un rôle absolument majeur. La Caisse nationale des allocations familiales a joué un rôle de structuration et en élaborant une politique scientifique avec des appels à projets et avec des transfuges de la recherche, des embrayeurs qui ont fait ce dialogue entre administration et recherche. On pourrait citer Bernard Guibert, un statisticien de l'INSEE, ancien élève de l'école polytechnique, qui va être responsable du bureau de la recherche de la CNAF. C'était au milieu des années 80. Lui a succédé Jean-Claude Barbier, diplômé d'HEC, responsable du Centre d'études de l'emploi, qui devient responsable du bureau de la recherche de la CNAF entre 88 et 91. À qui succède Pierre Strobel, lui aussi diplômé d'HEC, adjoint au département scientifique de Hommes, Travail, Technologie du ministère de la Recherche, et qui va devenir responsable du bureau de la recherche de la CNAF entre 1992 et 1999, avant de prendre la direction de la mission de la recherche du ministère des Affaires sociales, qu'on appelait la MIR à l'époque, qui continue d'exister aujourd'hui. J'ai pour ma part été chargé de mission à la MIR pour justement explorer cet autre côté du miroir,
non pas de la production de la recherche, mais du financement de la recherche et de la formulation des appels d'offres de l'époque. Donc ce bureau de la recherche a joué et continue de jouer un rôle tout à fait majeur, et ça constituait d'ailleurs un phénomène qui dépasse nettement mon propre périmètre entre recherche et administration du champ familial. Donc ça s'est passé à cette époque. Cette demande de connaissances, elle a également progressé à l'échelle européenne avec l'instauration des programmes cadres de recherche et de développement technologique, ce qu'on appelait dans le jargon le PCRDT, ces plans de programmes de recherche de l'Union européenne qui a connu 8 vagues jusqu'à la 8e vague, dit le H2020, qui a formulé des appels adressés à la communauté de recherche à l'échelle européenne. Ça a permis à ses collègues de travailler ensemble et de tenter de lever un certain nombre de quiproquos sur ce qu'ils entendaient avec les réponses à ces appels. En tout cas, la place des questions familiales et des politiques publiques en direction de l'enfance et de la jeunesse, de la famille et des personnes âgées n'a cessé de croître dans les années 90, permettant de renforcer ces réseaux en la matière. L'Europe, d'ailleurs, a joué un autre rôle en créant un observatoire également dès 1989 et jusqu'en 2003, qu'on a appelé l'Observatoire européen des politiques familiales nationales. J'ai aussi eu la chance de participer à cette aventure qui était une sorte de grain de sable dans la production des institutions européennes et de la Commission, puisqu'il y avait un petit regroupement d'un expert par membre de l'Union européenne, par État membre, 12 puis 15, et je suis sorti quand on a été 25, parce que d'ailleurs, on nous a retiré la parole et on a donné simplement à Eurostat le monopole de cette parole. On était sans doute un peu du poil à gratter, il faut bien dire. Quoi qu'il en soit, ces demandes, ces appels à projets adressés aux chercheurs à l'échelle internationale a contribué à donner une place de plus en plus importante à ces questions dans les sciences sociales et à l'échelle européenne, mais aussi d'en modifier le périmètre. Parti d'un besoin de mesure et de compréhension de l'ampleur des causes et des conséquences des changements familiaux, les objets proposés aux sciences sociales ont fait une place croissante à la question de l'État, à la question du rôle des pouvoirs publics. Et cette réflexion n'a cessé de croître tout au long des années 90. À la fin des années 90 et au cours des années 2000, ces questions donc se sont diversifiées et on pourrait lister certains de ces sujets entre, bien sûr, les changements démographiques, mais aussi la conciliation entre travail et famille, qui est devenue une demande très forte, la question aussi des politiques de l'accueil de la petite enfance, ce qu'on appelle dans le jargon le Early Childhood Education and Care, le ESSEC, toutes les politiques d'accueil de la petite enfance sont devenues un objet. On compare, au fond, cette offre. La division du travail domestique et de care, les obligations et pratiques de soutien et de solidarité, parfois qualifiées de solidarité familiale, l'évolution du rôle des pères, les droits des enfants et la promotion de leur bien-être, la reconnaissance des couples de même sexe, le rôle des nouvelles méthodes de procréation, que dis-je. Donc voilà. Dans les années 2000, il y a un débat qui a, à mon avis, occupé une place théorique importante et dans laquelle on est encore. C'est celui de l'individualisation et de son impact sur la vie privée, sur la vie conjugale, sur la vie familiale. À cette époque, plusieurs auteurs importants ont pointé ce mouvement de fond parallèle à la démocratisation des sociétés européennes qui s'est traduit par une émancipation progressive par rapport aux assignations de rôles imposées par la tradition, le droit ou l'État, ou pour le dire autrement, par une demande de reconnaissance des individus, de leur autonomie, de leurs aspirations. Ces auteurs, aussi bien Giddens, Ulrich Beck, François de Singly en France à sa manière, s'accordent sur l'idée d'un passage à partir de la fin des années 60 d'une première à une seconde modernité qui ont remis en cause toute une série d'institutions et même de catégories de pensée. Beck évoque ainsi l'obsolescence de certains de ces concepts qui étaient les concepts clés de la société ou de l'analyse de la société industrielle, comme la notion de classe sociale ou la notion de famille nucléaire. Beck parle de catégories zombies pour parler justement de ces notions qui nous permettaient de penser ces problèmes. Pour illustrer le fait que ce sont des catégories qui sont à la fois comme mortes,
du point de vue de leur capacité d'expliquer ou de rendre compte du présent et de la société post-industrielle, mais encore vivante, parce que précisément elle continue de structurer nos représentations, nos conduites, nos imaginaires, et même de nos représentations de ce qu'il faut faire en la matière. L'individualisation correspondait donc pour ces auteurs à des changements normatifs très importants, donnant aux individus de plus en plus d'espace, de marge de manœuvre, d'agency, comme on dit, de capacité d'agir, d'autonomie pour définir ses propres normes et s'auto-administrer, s'auto-responsabiliser. Voilà les mots-clés. Choix, autodétermination, contrat. Au même moment, un auteur comme Jane Lewis, elle aussi constate qu'il y a bien un mouvement vers l'individualisation ou un certain individualisme en matière de vie privée. Cependant, elle pointe aussi une limite, c'est le poids des inégalités dans ce processus. Nous ne sommes pas également pourvus pour accéder à cette individualisation. Autrement dit, pour elle, l'enjeu, c'est de saisir les effets de cette norme culturelle émergente, de l'accès au libre choix, et en particulier l'impact de cette aspiration sur les relations familiales et sociales lorsqu'elle demeure une promesse non tenue. Et en m'appuyant sur ces travaux, j'ai confronté au fond ces deux formes de l'individualisation ou de l'individualisme contemporain qui étaient comme non traitées du fait de la division du travail scientifique. D'un côté, l'avènement de cette individualisation dans la sphère privée, où on parlait d'individus individualisés, avec cette extension de la réflexivité, du choix au cours de la sanglante modernité. Dans les travaux sur la vie privée, on parlait beaucoup de ça, d'individus individualisés. De l'autre, la promotion d'une nouvelle figure qu'on a appelée l'adulte travailleur. Autrement dit, quelqu'un qui aurait pu être le support aussi d'une individualisation des droits sociaux. Il y avait ce double mouvement, si vous voulez. Et Jane Lewis a dit des choses tout à fait éclairantes là-dessus. Elle parle de cette norme collective de l'adulte travailleur à l'échelle européenne qui reste pour elle un modèle fictif, sur papier, qui contribue à façonner nos représentations, tout comme l'avait fait précédemment le modèle de M. Gagne-Pain, autrement dit de l'homme pourvoyeur de revenus, et de Madame au foyer, qui, elle, n'a pas cette charge. Donc elle nous dit, à l'instar de cette conception de la division du travail rémunéré et non rémunéré, Jane Lewis écrit « Alors qu'en pratique, le modèle de M. Gagne-Pain n'est jamais devenu une réalité sociale que pour les femmes des classes moyennes, et pour une relativement courte période de temps, il a eu un pouvoir prescriptif considérable en termes de division du travail entre les hommes et les femmes. Le problème est qu'un modèle universalisé d'adultes travailleurs ne correspond pas plus à la réalité sociale que ne le fit le modèle de M. Gagne-Pain dans le passé. Il s'agit d'un nouveau devoir-être, mais bien moins d'une nouvelle réalité. Et je pense qu'elle a absolument raison. Dans l'un et l'autre cas, il est donc question d'une société d'individus, mais aussi de deux récits, l'un et l'autre ambivalents. Le premier insiste sur l'aspiration à l'autodétermination, à l'expression de préférences, à l'accroissement des marges de choix de chacun, mais néglige les difficultés à actualiser cette aspiration qui est variable selon le sexe et l'appartenance sociale. Le deuxième récit, chacun de créer les conditions de sa propre réussite, de son autonomie, par son travail, masque la responsabilité qu'elle donne en même temps à chacun de l'échec de ce projet. D'où une culpabilisation des individus qui sont écartés de ce modèle de l'adulte travailleur. De ces deux récits résulte une injonction à l'autonomie, comme dit Nicolas Dujoux, et une obligation, celle d'être soi-même, d'investir en soi et sur soi. Et ces deux lectures de la société des individus, privés et publics, fonctionnent comme des modèles dont les vertus butent sur les inégalités de conditions et principalement les inégalités de genre et de classe, on parlait des inégalités de génération et d'origine ethnique. Et là réside manifestement le principal obstacle de ce processus d'individualisation, de ce décalage entre les aspirations à plus d'égalité et d'autodétermination, d'un côté, et les conditions de possibilité de concrétisation de ces aspirations de l'autre. Ce décalage, à mon avis, peut expliquer les tensions croissantes et même le ressentiment qui se manifeste
dans les sociétés développées tout au long des années 2000, du fait du caractère de plus en plus inacceptable des inégalités persistantes entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, et les frustrations qu'engendre cette promesse non tenue d'égalisation. J'ai continué de documenter jusqu'à il y a peu ces questions sur des chantiers de recherche récents ou plus récents, la question de l'accompagnement des parents, de l'éducation des parents à leur propre rôle, d'une part, et de l'autre, non sans lien d'ailleurs avec ce précédent chantier, la promotion du bien-être des enfants. Ces deux objets témoignent à nouveau de la dynamique que j'ai tenté de souligner dans ce texte entre une demande sociale croissante, qui est fascinée comme d'habitude par ce qui lui apparaît comme nouveau, alors qu'on se manifeste en réalité le revival de questions qui sont posées parfois depuis un siècle, mais aussi le poids des dynamiques transnationales, pour ne pas dire d'une forme de globalisation de ces questions. Ce n'est pas seulement à l'échelle nationale. D'où l'intérêt de continuer à explorer ces notions Janus qui me plaisent comme objet intellectuel, mais qui me préoccupent comme objet politique, comme l'autonomie, l'autodétermination, le libre choix, l'agency, le bien-être, le bonheur. Double face parce que d'un côté, elles sont vertueuses et bienveillantes, et de l'autre, c'est le verre à moitié plein, mais elles masquent le verre à moitié vide, c'est-à-dire le manque d'autonomie, la dépendance, la vulnérabilité. Et derrière la montée en puissance de cette préoccupation du bien-être et du bonheur, il est important de comprendre qu'il est en fait surtout question d'analyser les obstacles à ce bien-être et à ce bonheur, les freins. Sachant que bien-être et mal-être n'ont pas nécessairement exactement les mêmes déterminants, au sens où ils ne sont pas à comprendre comme le miroir l'un de l'autre. Il faut vraiment s'intéresser aux deux côtés. Hein. Les conditions du bien-être ne sont pas exactement l'inverse des conditions du mal-être. De même, derrière la promotion de l'autonomie des individus, il est en fait question d'évoquer ceux et celles qui sont en train de la perdre ou qui en sont dépourvus, souvent du fait de leurs conditions d'existence et de leur environnement. Parce qu'en réalité, bien entendu, il n'y a pas d'autonomie hors sol, d'autonomie sans contexte. En fait, on est autonome en contexte. Hein. Il n'y a pas moyen de penser l'autonomie sans le contexte. Hein. On change les conditions environnementales et vous fabriquez, en effet, ce qui faisait de vous des êtres dépendants peut basculer vers une autonomie. D'où l'importance d'ailleurs des environnements, de la vie collective, de la cité, quand on parle de l'autonomie. Je travaille beaucoup là-dessus parce que là, je suis un distributeur de ressources, hein, puisqu'il y a 30 millions d'euros consacrés à un programme prioritaire de recherche que je dirige encore actuellement sur l'autonomie. Et j'essaye de défendre hein, ce point de vue. Alors, la montée en puissance, j'ai presque fini, hein, je vous rassure, du nouveau management privé et public, ces nouvelles méthodes de développement personnel, ce marché du bien-être et de la culture thérapeutique sont autant de signes de cette idéologie qui pénètre aussi bien le monde du travail que celui de la famille, que celui de l'éducation, que celui du social et du travail social aussi. Du bonheur au travail et dans l'entreprise, aux techniques de coaching et de développement personnel qui constituent un marché particulièrement porteur en passant par la parentalité positive et les programmes de soutien fondés sur des preuves, toutes ces démarches concourent à équiper l'individu, qu'il soit au travail ou dans sa famille, pour réussir sa vie, son couple et l'éducation de ses enfants. Mais ces techniques, hein, qui relèvent bien souvent d'une sorte de sophistication de la méthode Coué, en n'hésitant pas à recourir aux dernières découvertes des neurosciences, conduisent aussi à penser que les réussites comme les échecs dans ces tentatives d'accéder au bien-être sont de la responsabilité de chacun et une simple affaire de méthode. Individualiser les responsabilités et les réponses revient à décollectiviser la question. Et dans la sphère familiale, ceci revient à parentaliser le social. C'est en tous les cas ce que j'ai défendu il n'y a pas longtemps dans un numéro de revue. Le jour où le bien-être devient un marché de techniques comportementales, je défends qu'il est urgent de revaloriser la contribution des sciences sociales qui collectivisent ou désindividualisent la question. Et là encore, je rejoins Eva Illouz qui nous invite à extirper les réflexions sur la famille, la vie privée, l'intimité de ce qu'elle appelle, je la cite, l'épistémologie de la psychologie, une épistémologie fondée sur l'atomisation des émotions et sur leur réduction à la catégorie analytique de l'individu. Je rejoins aussi un autre auteur qui est moins connu et qui est assez controversé et controversable, qui s'appelle Frank Furedi, qui propose dans son dernier ouvrage une excellente synthèse de ces enjeux majeurs que représente la question de la socialisation et de l'identité. Pour ce sont des recherches que je viens d'explorer avec vous.
Il retrace le long processus initié dans les années 1920-1930 qui a conduit à faire de l'identité et de ses crises un enjeu central. Il montre aussi comment les experts du social engineering, dans une école de travail social, ça devrait vous parler, et de la psychologie, qui ont imposé leur expertise pour socialiser les nouvelles générations, soumettant les adultes à l'autorité des experts, érodant leur confiance dans leur propre capacité de socialiser les nouvelles générations. Au terme de ce témoignage, j'ai l'impression un peu de boucler une boucle pour moi, avec mes premiers objets de préoccupation, alors que je n'étais encore qu'un chercheur en psychologie à la fin des années 70. À cette époque, montait la thématique des crises d'identité à l'âge adulte. C'est ce sur quoi je travaillais dans mon DEA. Et les réflexions sur le self, le soi. Dans la continuité des travaux d'Erik Erikson, que je lisais avec gourmandise à l'époque, et que je retrouve aujourd'hui sous la plume de Furedi, qui propose une généalogie de ces questions d'identité et de socialisation. J'ai l'impression aussi, évidemment, de retrouver aussi les traces de Robert Castel, qui a dirigé ma thèse bien plus tard et qui soulignait dès son ouvrage de 81, l'époque où je l'ai rencontré, la montée en puissance des thérapies pour bien portant et cette obsession de l'investissement personnel. C'était comme ça qu'il le décrivait, dans une société où s'étendait le périmètre de la gestion des risques en se focalisant sur les responsabilités individuelles. Probablement du fait d'avoir éprouvé le besoin de changer de discipline après 7 ans d'études en psycho pour passer à la sociologie et une thèse sous sa direction, j'ai développé un certain nombre de critiques sur ces effets de la lecture psychologique des problèmes sociaux, souvent dominantes dans le champ familial et l'intervention sociale. C'est vrai, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai sûrement un biais incontestable sur mes relations avec la psycho. Pour conclure, que retenir de cette affaire? Bien sûr, ce que vous voulez, ça c'est clair. Mais il me semble qu'elle montre que ce champ de recherche droit à au moins 3 aspects. Un contexte, c'est-à-dire le renouveau des sciences sociales au début des années 80, ça a joué beaucoup. Deuxièmement, l'augmentation ou le regain de cette demande sociale et politique et de connaissances. Et troisièmement, cette internationalisation croissante des échanges académiques, notamment sous l'impulsion de la construction européenne. La manière dont a été construit mon champ de recherche a évolué aussi bien dans le temps que dans l'espace, puisqu'on a intérêt à regarder ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, c'est un témoignage qui est situé dans une génération. Il est clair, par exemple, que j'ai été, pour ma part, imprégné par l'ambiance et les batailles idéologiques de mon époque, et notamment les critiques qui étaient adressées à la famille, qu'on considérait comme une institution responsable de la reproduction des rapports sociaux de domination d'une classe à une autre, d'une classe sur une autre, mais aussi des rapports de domination d'un sexe sur l'autre. Mais aussi, je crois, il faut réaliser l'importance de ces débats qui ont été très épineux avec le monde politique, qui avait besoin de résoudre toute une série de sujets et avec lesquels il fallait en même temps dialoguer et en même temps, bien sûr, ne pas se trouver absorbé par la logique de l'expert. En me prêtant à cet exercice, j'invite les plus jeunes ici, surtout sur ceux qui auraient une envie de sciences sociales, à essayer de garder en mémoire les éléments de contexte dans lesquels ils sont précisément aujourd'hui et qui les conduisent à réfléchir sur tel ou tel problème qu'ils jugent prioritaire, mais aussi à lutter contre l'amnésie permanente qui nous guette et qui consiste à voir du nouveau quand il s'agit la plupart du temps d'une redite, d'un hoquet de l'histoire qui nous oblige à reprendre à nouveau des questions qui demeurent presque toujours des objets de lutte. Merci beaucoup pour votre attention.